Quand je suis victime d'un truc, je pète les plombs, je me reconnais pas. Je me dis, putain, mais après, je suis dans mon lit le soir, je dis, mais je suis vraiment un mongol. Comment j'ai fait pour accepter ça? Si j'ai une fille, je voudrais être l'exemple pour qu'elle comprenne que le mec qu'elle choisira pour en faire son mari, il doit au moins être comme moi, minimum. Je pleurais comme ça. Et oui, c'est la plague du milieu du fitness depuis toujours. Les fake natis, aujourd'hui, c'est plus simple que jamais d'être un fake natif. Je poserai les questions que mes abonnés t'ont posées. Donc, Ils ont de l'imagination, ils sont un peu. ouais, je pense qu'on a des communautés un peu zinzin, mais c'est ça Ouais. qu'on aime. Hein, aussi. Eh ouais. C'est ça qu'on aime chez vous, les gars, restez comme ça. Ah. Ça, c'est mon produit The Alpha Code, les gars. Venez voir un peu. voir Bon, ça présente Putain, comme il est ça. beau. Ah, il est pas mal. Ça présente comme ça et je te montrerai les pages et tout après. Mais justement, j'ai un. Ah, c'est carrément un book que tu remplis. Ouais, carrément. Donc après, tu vois, on a donné plein de conseils, comment imposer le respect, etc., etc. Et dedans, T'as un bon d'achat sur Viva Street. Dedans. Et attention, la surprise du chef. putain, faut que je le retrouve. Merde, il est où mon truc? Dedans, il y a un vrai training mâchoire. Donc de base, il y a écrit un truc ici. On va gommer ça au montage et on mettra bien écrit Solid Gum indispensable pour ce programme. Voilà. Est-ce que tu as une part de bêta en toi? En vrai, je pense pas parce que pour moi, c'est vraiment un état d'esprit. C'est-à-dire que il y a un moment où les gens qui vivent dans le subconscient constamment et qui subissent les choses, eux, ils sont bêta tout le temps. Ça veut dire qu'ils sont pas dans les actions constantes et conscientes surtout. Dans le fait d'être conscient de ce que tu fais, de ce que tu dis, de comment tu réfléchis, etc. Être alpha, bêta, avant d'être un physique, avant d'être savoir se battre, c'est une mentalité. Et en fait, constamment, j'essaie de toujours, et c'est parce que c'est naturel chez moi, de tirer dans le trait du sigma et de l'alpha, parce que je sais qu'à n'importe quel moment, quand je subis une situation, quand je suis victime d'un truc, je pète les plombs, je me reconnais pas. Donc Ouais. en fait, pour moi, il doit y avoir toujours un bêta qui dort quelque part. Parce que je pense que chez tout homme, il peut se réveiller à un moment. Tu sais, le mec, il se fait castrer, il perd tout. Il y a un moment, il peut retomber dans le truc. Mais justement, le challenge, c'est de jamais le réveiller. C'est de tout le temps mettre en avant ton côté alpha, ton côté sigma pour qu'il dorme toujours. Donc je vais pas faire le mec, je dois être à 1500% alpha sigma et 0% bêta. Ça se trouve, il reste un petit peu parce que dans tous les cas, je l'ai été à un moment dans ma vie, notamment avec les meufs. Donc il y a toujours cette partie peut-être qui sommeille, dont j'ai toujours conscience. Et il faut s'en méfier. C'est ça. Mais consciemment, absolument pas. Et je pense que je retomberai vraiment, vraiment jamais là-dedans. Sauf si, je sais pas, je vois pas le futur. Mais je pense vraiment que ça me réarrivera jamais. Je pense que, avec tout ce que j'ai compris sur la vie, avec tous les claques que je me suis mangé dans la gueule, avec tous les échecs que j'ai eus quand j'étais dans ces phases-là, je pense que vraiment, si je retombe là-dedans, les gars, désabonnez-vous de ma chaîne, arrêtez de me suivre et mettez-moi des gifs vous-même. pression sociale. Donnez-moi l'arrêt de pile vous-même parce que si vous me voyez comme ça, les gars, vraiment, Ouais. c'est que. Moi, j'aimerais dire un truc aussi pour rassurer ceux qui nous regardent. Et beaucoup te prennent pour exemple. Hein. Moi, je croise des mecs dans la rue, ils me disent t'as fait une vidéo avec Kylian et tout, c'est mon exemple, faut que je le rencontre et tout. Pour moi aussi, il y a des mecs qui sont fans, ils veulent me ressembler physiquement, etc. Mais il y a un truc que j'aimerais dire, c'est qu'il y a des fois où je suis un loser. Des fois, je me lève, je fais tomber mon café, il explose par terre, après je dois nettoyer, après j'essaie de négocier un truc au téléphone avec un mec, et il me mène en bateau, il me fait manipulation mentale et tout. J'accepte sa proposition alors que j'étais pas du tout d'accord avec lui. Okay. Tu vois, ça m'arrive de me faire bananer. Okay. Donc même si ce que j'entreprends à l'heure actuelle, c'est plutôt une réussite globale, il faut savoir qu'en interne, il se passe plein de trucs où je suis un vrai loser. Je me dis putain, mais après je suis dans mon lit le soir, je dis mais je suis vraiment un mongol. Comment j'ai fait pour accepter ça? Comment j'ai fait pour laisser passer ça? Donc ça, il faut savoir, ça arrive à tout le monde. C'est une globalité qui fait une succession d'actions qui, au final, va déclencher ta chance et te faire réussir dans le domaine que tu veux. Ouais. Mais il faut se dire qu'on reste humain et que je pense que c'est une erreur d'idéaliser les gens et de se dire qu'on a tous nos défauts et qu'il faut avancer avec pour finalement gagner, les amis, gagner. Prenez ce qui vous inspire chez nous et faites-le à votre sauce et soyez vous-même. En fait, dites pas les mots qui sortent de ma bouche pendant une conversation parce qu'en fait, ce ne sera pas vraiment vos mots, ce sera les miens que vous allez réutiliser. Et ce que tu disais là, c'est ça. Moi, c'est ce que je te disais il y a 2 secondes. C'est le fait, tu vois, tu parlais de te faire banane au téléphone lors d'une négociation. Et bah, ton subconscient va te faire accepter, ok, et dès que tu arrives dans ton lit, ton conscient reprend le truc et dit putain, mais je me suis fait banane. D'où le fait, ce que je disais, être alpha, c'est être conscient constamment de ce que tu dis, de ce que tu penses, de ce que tu fais pour que justement ces situations-là n'arrivent plus. Et que tu rectifies le tir. Exactement, c'est ça. Alors, il y a une question qui est un peu personnelle. Tu as le choix d'y répondre ou non. C'est est-ce que tu as pour objectif de fonder une famille? Moi, je pense qu'un homme, il n'est pas complet tant qu'il n'a pas vécu justement son rôle de père et de. Enfin, en fait, j'ai tellement à cœur de transmettre.
Déjà, c'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube. C'est pour ça que j'ai fait toutes ces vidéos. C'est pour ça que je coach les gens. C'est pour ça. J'ai tellement conscience aussi que les enfants, c'est l'avenir, que je me dis que bien sûr, et puis Dieu, il nous a mis sur Terre aussi pour repeupler la planète, frère. C'est-à-dire que c'est aussi notre rôle d'humain. Gros, tu te réveilles, t'as un petit qui t'appelle papa, tu le vois grandir, t'es responsable de lui, ça te propulse dans un cadre masculin, plus. Et ce que je vais dire, c'est, il y en a qui vont dire, ah machin, tu choisis pas, c'est vrai, mais d'autant plus si j'ai un fils que si j'ai une fille, je pense. Parce que si j'ai une fille, je voudrais être l'exemple pour qu'elle comprenne que le mec qu'elle choisira pour en faire son mari, il doit au moins être comme moi, minimum. Mais si j'ai un fils, ça va encore plus me booster moi à être un putain de bonhomme pour que lui, Ouais. il ait l'exemple et que tout ce dont moi j'ai manqué justement, lui, il en manque jamais. Et clairement, bien sûr, je veux faire une famille, frère. Mais en plus, moi, je sais pas combien d'enfants, moi. Si je peux avoir 10, moi, je peux avoir 10 gosses, j'ai 10 gosses. Tu vois? Mais vraiment. Moi, je veux que ce soit des maxi monstres, ils jettent sur moi dans le lit. Papa. Mais par contre, avant ça, je veux avoir ma liberté financière, ma liberté géographique, parce qu'il est hors de question que je sois le père qui voit ses enfants le matin au réveil, un bisou sur la tête, qui les revoit le soir 30 minutes avant qu'ils aillent se coucher, ça c'est hors de question. Donc je fais mes trucs d'abord, C'est et je malheureux, serai hein. père le jour où j'aurai ce qu'il faut pour assurer l'avenir de ma femme, mon avenir être à moi, présent. et être présent constamment pour mes gosses et les élever. Parce que mes enfants, ils mettront jamais les pieds dans l'éducation nationale à l'école. Jamais. Donc il faut que je sois là en tant que père pour les éduquer justement. Parce que c'est pas la nation qui éduquera mes gosses. Donc oui, mais il y a des conditions d'abord. L'importance du style vestimentaire. Tant qu'il te plaît à toi et que tu es bien dans ton style, j'ai envie de te dire c'est cool. Après, on parlait du beauty privilège tout à l'heure. Forcément, quelqu'un qui se sape bien niveau charisme, les gens ils vont le regarder différemment parce qu'aujourd'hui, tout est apparence. Donc un mec bien sapé, etc., c'est super important. Je vais pas faire le gars, habille-toi comme un clochard, etc., c'est cool. Non. Mais t'es pas obligé d'avoir des grosses marques, t'es pas obligé d'avoir des vêtements chers. T'achètes des vêtements classiques qui te fitent bien, donc des t-shirts qui te tiennent bien les manches, qui te tiennent bien le cou, qui sont vachement près du corps. T'as un bon physique parce que tu peux avoir le plus beau t-shirt de tous les temps. Si le physique en dessous il est dégueulasse, le t-shirt il rend dégueulasse. Souvent les gens ils me disent ah il te va bien ce t-shirt. Ou alors ils disent à quelqu'un ah elle te va bien cette robe. Je dis non, c'est pas la robe qui lui va bien, c'est elle qui va bien au vêtement ou c'est lui qui va bien au vêtement parce qu'il le rend beau le vêtement. Tu mets ce même vêtement sur quelqu'un d'autre, le vêtement il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Donc le style vestimentaire, déjà faut qu'il te plaise à toi. Et bien sûr que si tu veux que ça plaise aussi aux autres et qu'on te complimente sur ton style vestimentaire et tout, juste Ouais. sois un peu soigné parce que c'est aussi un peu ton Soigné. apparence, tu vois. Mais pour moi, la classe, quand même, c'est, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est réussir à mettre des vêtements de merde et que tu les embellis parce que tu as un physique de malade. C'est Ça, c'est la exactement classe. ça. Et c'est exactement Avoir la ça. classe sans avoir la classe. Mais pour répondre à l'abonné qui demande l'importance du style vestimentaire, pendant longtemps, moi, j'ai un peu fait comme je voulais. J'écoutais personne sur les vêtements. Et je me rends compte que depuis que je m'intéresse un peu plus à la mode, c'est vrai que ça me va mieux. Et moi, je le vois personnellement que je m'habille mieux. Oui, bah bien Donc, sûr. des fois, il faut aussi prendre les conseils, même si l'important, c'est que ça vous plaise à vous. Il faut quand même être capable de prendre les conseils de ceux qui s'y connaissent. C'est ça. Mais après, comme on l'a dit, toujours en restant pragmatique et en faisant en sorte que ça vous plaise à vous. Ouais. Parce que bien sûr, tu peux t'habiller méga bien sur les conseils de quelqu'un. Tu vois que les gens te regardent mieux, mais toi, t'es pas à l'aise dans T'es tes pas à vêtements, l'aise, c'est t'aimes chaud. pas. Tu vois ce que je veux C'est dire? chaud. Tu kiffes pas. T'as l'impression d'être quelqu'un d'autre. Comment réussir son lâcher-prise? Admettons, je sais pas, il y a une rupture amoureuse et le mec veut lâcher prise, comment il doit s'y prendre? Moi, j'ai une idée sur la réponse. Moi, Tu sais, j'ai lâcher- revendu une solide gomme. C'est bon ça. Bah, pour moi, le lâcher prise, c'est très simple. Ça passe par 3 étapes. La première, c'est de se rendre compte que le passé n'existe pas, que le futur n'existe pas non plus et qu'il n'y a que le moment présent. Donc peu importe ce qui t'est arrivé, chaque seconde de ta putain de vie, c'est une opportunité pour recommencer à zéro, pour devenir quelqu'un d'autre, pour te concentrer sur toi et de faire tes trucs. Donc si ta relation elle s'est mal passée, si tout ça, t'es encore attaché à la meuf, gros, bah, il va te falloir une grosse claque dans la gueule et une réelle prise de conscience en te disant que voilà, c'est fini. Garde ce que t'as appris. Agis maintenant et ton futur brillera plus. Deuxième étape, s'en battre les couilles complètement de ce que les gens peuvent penser de toi parce que tu lâcheras jamais complètement prise si tu as toujours justement hey, gling gling. C'est beau ça. C'est chaud, hein. C'est bon ça. Tu lâcheras jamais vraiment prise frérot si tu as encore Une porte le bonheur. regard des gens sur toi. Ouais, je suis un lutin irlandais. Je m'appelle Kylian, c'est C'est un vraiment. léprechaun. I'm a leprechaun. Hello. Lâcher prise, ça passe aussi par justement s'en battre les couilles de ce que les gens pensent. Et surtout, l'étape max pour moi, c'est vraiment comprendre que t'es ta putain de priorité dans la vie, frérot. Pour moi, je disais, il n'y a pas vraiment de lâcher prise. Quand tu veux lâcher prise pour certaines choses, admettons, tu viens de rompre avec ta petite copine,
il faut que tu prennes prise autre part. Et quand je dis autre part, je dis pas forcément une autre meuf. Ça peut l'être, mais je déconseille de faire ça. C'est surtout prendre prise sur un objectif. Pour moi, ça a été YouTube sur ma première rupture amoureuse. Je me suis consacré à YouTube à 100% de mon temps libre. C'est-à-dire je travaillais et je faisais YouTube tout mon temps libre. Et en fait, le fait de me donner quelque chose qui me passionne, qui me plaît, dans lequel peut-être pour moi c'était juste un rêve à la base, je me suis tellement donné dedans que finalement ça finit par réussir. Et souvent, quand tu es propulsé par une énergie qui a été négative de base, Ah, c'est une tu as force. 2 fois plus d'énergie Ah que oui, si oui, oui. c'était un Ah, truc c'est une force cool, exceptionnelle. détends-toi. c'est Pour moi, clair. ça a été vraiment un. Mais ça revient un peu à mon troisième point, là, de vraiment mettre en priorité et fais tes trucs à toi. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu as fait vraiment ce que ton âme te disait de faire et tu t'es C'est mis ça. à fond dedans, tu vois. En fait, j'ai laissé tomber, tu vois, l'idée, allez, il faut que je trouve une copine rapidement et tout. Je dis non, maintenant je vais réaliser mon rêve et après on verra. Ouais. Non, c'est Et très je l'ai bien. fait. Bonne façon de penser. Et tu vois, pour moi, le lâcher prise, en fait, je l'ai compris différemment parce que pour moi, le lâcher prise, c'est vraiment le côté très spirituel du arrêter de vouloir tout contrôler du matin au soir, 24 heures sur 24, ce que les autres pensent de toi, comment demain ça va se passer, comment ton passé s'est passé, etc. En fait, pour moi, le lâcher prise, c'est vraiment une pratique très spirituelle et j'ai réussi à le pratiquer comme jamais. T'as vu Naruto ou pas? Et ben, j'étais Avec en les Espagne crapauds. il y a quelques jours, il y avait une cascade et je me suis dit, c'est quoi, je vais faire comme mon idole, donc Naruto, je vais me mettre en dessous, je vais fermer les yeux et je vais fusionner avec l'eau. Et en fait, moi j'arrive à le faire très facilement, le lâcher prise grâce à la méditation, mais là j'ai fait un lâcher prise surpuissant. Et quand je te dis que gros, j'étais juste en kiff sur la vie et rien d'autre, j'étais dans le moment présent, il n'y avait rien. Et en fait, pour atteindre ce stade-là, moi c'est ça que je disais, donc pour atteindre ce stade-là, il faut faire la paix avec le passé et le futur, se concentrer sur le présent parce qu'il faut être dans le moment présent, il faut s'en battre les couilles de ce que les gens pensent de toi et il faut tout faire pour toi. Et donc là, quand tu arriveras à faire ça, tu pourras être dans le lâcher-prise quasi constant. Mais moi, le lâcher-prise, je le réfléchis pas comme toi et pourtant je suis d'accord avec ce que tu dis aussi. Ouais. Mais c'est qu'on en parle de 2 façons différentes. Mais toi, tu as plus d'expérience dans la méditation, tout ça. J'avais fait un mois de méditation où vraiment je laissais un jour où j'étais à jeun, où je méditais à jeun. Je faisais même la méthode Wim Hof Ouais. pour essayer de libérer la DMT et peut-être Ouais. faciliter ma méditation. Et une fois, j'en avais déjà parlé en vidéo, mais personne ne l'avait regardé, cette vidéo. J'avais médité et au bout d'un moment, je mettais de la musique, tu sais, calme et tout. J'ai fait la méthode Wim Hof et j'ai eu une sorte de shot dans le cerveau. Et dis-toi, j'étais tellement bien, je pleurais comme ça. Eh oui. J'étais en Voilà. transe, mon pote. Voilà, bah là, Mais- t'as atteint la félicité, mon gars. Et ça, j'ai jamais réussi à le refaire. Même, je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de le refaire parce que j'ai trouvé ça tellement bizarre de me sentir comme ça, alors que il y a aucun élément extérieur, pas de drogue, rien, mais j'étais Justement. dans un état. T'étais dans la plénitude. C'est vraiment l'état qu'on appelle la plénitude. Et moi, ça, c'est un truc que je cherche presque tous les jours. Là, ce que t'as fait, t'as utilisé une méthode pour l'atteindre. Mais il y a un moment où tu arrives à l'atteindre presque comme ça. Plus tu pratiques la méditation, plus tu pratiques tous les arts spirituels et tout, et forcément, plus vite tu l'atteins. Mais tu peux avoir cette même sensation en faisant la vaisselle. Tu peux avoir cette même sensation en regardant ton chien jouer. Ouais, mais pas aussi fort Pas que ce aussi que j'ai fort, ressenti. oui. Parce que là, ce que tu as fait, c'est tout ton focus était là-dessus. Ouais. Tu as fait la méthode Wim Hof, donc échange gazeux, DMT qui monte plus facilement. Puis, vu que tu étais vraiment dans l'état méditatif, tu étais dans le moment présent comme jamais. Et limite, je pense que, tu me dis si je me trompe, mais normalement, quand tu es dans cet état-là, tu oublies l'existence de ton corps physique. Et limite, tu ne fais plus qu'un avec l'univers. C'est-à-dire que ça y est, tu plus de Ouais, mains, tu t'es- plus de pieds, tu plus de corps. C'est pas comme les fourmis, mais presque. Oui. C'est comme si ton corps, il était léger. C'est super ça, léger. c'est ça, exactement. Tu Ouais. te sens très léger. Comme quand, je sais pas, tu as un sparring dur contre quelqu'un de très fort, ton corps, il est super léger. Ouais, c'est vrai. On va en revenir C'est sur vrai. sa vidéo, de toute façon. Ouais, c'est vrai. D'où le fait que je pense que le sport de combat, c'est de la méditation. C'est une Mais putain de On méditation. va en parler dans ta vidéo, ça. Tu penses quoi J'ai envie d'Andrew de te dire, Tate limite, t'as des Rapidement. Andrew Tate. Qu'est-ce que je pense d'Andrew Tate? Bah, son message est parfait, presque, hein, quasiment. Il y a des fois, je suis en accord avec, je l'ai déjà dit dans une vidéo sur ma chaîne, je suis en accord avec 97% de ce qu'il dit. Il y a juste des choses où des fois je trouve que son jugement il est un peu trop incisif, genre quand il dit ah, les bodybuilders c'est des mecs fragiles en réalité qui veulent juste faire des sports de combat et tout. Non, c'est juste qu'ils kiffent ça, ils ont peut-être pas envie de faire des sports de combat, ils kiffent le bodybuilding, c'est leur délire, c'est leur truc. Donc des fois je le trouve un peu trop incisif sur certaines choses, mais le message qu'il prône, mets-toi en priorité et deviens un vrai mâle en fait, un vrai homme, sois masculin, concentre-toi sur toi, etc. Je suis en accord avec ça à 100%. Après voilà, moi il y a toujours ce petit truc dans ma tête qui se fait l'avocat du diable et de me dire est-ce qu'il est vraiment de notre côté ou pas? J'en sais rien, je sais pas. On peut pas savoir sur Ah, qui que mais ce soit. Il n'y a pas vraiment de Mais- côté, on défend tous un peu ce qu'on croit. C'est ça, et- en fait, dans les principes qu'il met en avant, je suis en pur accord et je pense que n'importe quel mec devrait se faire son contenu parce qu'en fait, tu t'en sors toujours grandi finalement. T'écoutes un peu ce qu'il dit et t'en sors grandi. Et en plus, tu te tapes des barres parce que c'est un mec qui est assez marrant
Je Ouais, kiffe le bon. personnage. Est-ce que tu penses qu'il y a une vie après la mort? Oui, bah en fait, je pense qu'il y avait une vie avant la vie. Enfin, il y avait une vie avant cette vie et il y aura une vie après cette vie. Pour moi, en fait, la mort, c'est juste un passage d'un type de vie à un autre type de vie. Moi, je vois pas la mort comme une fin. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu étais dans le noir, dans le silence, tu n'avais aucune conscience que tu étais sur cette planète, pourtant tu étais vivant. Et si on t'avait demandé est-ce que tu es vivant, bah non. Ouais, mais on peut même aller plus loin en disant quand tu avais 1 an, est-ce que tu as ne serait-ce qu'un souvenir de quand tu avais 1 an? Et pourtant, non. tu étais bien là. Bah ouais, c'est ça. Donc en Mais, fait, voilà, c'est que c'est des états par lesquels on passe. Là, on est dans l'expérience humaine, donc ça, c'est la vie. La mort n'est que physique, n'est que corporelle, mais bien sûr que l'âme résiste. Et je pense que ça, il n'y a que notre génération récente qui met ça en doute. C'est marrant parce que cette question, est-ce qu'il y a une vie après la mort, tous nos ancêtres, ils se la sont jamais posés. Les Vikings, ils allaient, je crève, je vais au Valhalla, tu vois, et je m'en fous. Il n'y a qu'aujourd'hui, notre génération de fous furieux qui disent, est-ce que tu penses que Dieu existe? Non mais vraiment, est-ce que tu penses qu'on est dans un truc divin là ou pas? Non, parce que pour moi, c'est la science qui a créé tout ça. Non, 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 bien sûr qu'elle vit après la mort. On a un gars là qui ose pas s'engager car il a 0 expérience avec les meufs. Un conseil dur et précis. Mais en mode, il ose pas s'engager, je pense que c'est plus, il ose pas aller parler. Ah, ok. Pas s'engager en mode je veux me marier ou Tu quoi. n'oses pas aborder les meufs. Ouais. Bah, déjà, vu que c'est une de tes peurs, tu devrais le pratiquer et non pas forcément juste pour séduire des meufs, juste parler à des meufs lambda comme ça. Juste tu parles à plein de meufs. Ça va te enlever cette peur parce que tu n'es pas censé avoir peur de ça et tu es censé affronter tes peurs. Mais surtout, prends confiance en toi, accepte le rejet et concentre-toi à fond sur toi. Peut-être qu'à un moment, tu auras tellement bâti d'attraits masculins, de trucs qui font kiffer les meufs, qu'elles viendront à toi et que tu auras pu aller que tu auras pu aller vers elles, pardon. L'abondance. L'abondance. Comprenez l'hypergamie et faites-la fonctionner en votre faveur au lieu de tout le temps cracher sur l'hypergamie. C'est génial Mais l'hypergamie. c'est trop bien l'hypergamie, gros, c'est trop bien. Et en tant que mec, nous, ça nous met une genre de pression qui te nous rend booste. plus mec. Bah ouais, ça te C'est booste, génial. Et en plus, t'as une récompense, gros. Derrière ça, t'as les femmes les plus incroyables du monde. Donc, non, vive l'hypergamie. Pourquoi les hommes en surpoids sont-ils agressifs? Bon là, il y a un mec qui m'a posé cette question, mais il a fait une généralité. Ouais. Pourquoi les hommes en surpoids sont-ils agressifs? Parce qu'en gros, ils pensent que les mecs en surpoids, ils ont moins de testo. Mais en fait, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut prendre le truc, c'est que, admettons, un même mec, il est en surpoids et il est dans son IMC normal. Il y a plus de chances pour qu'il ait plus de testo dans son IMC normal qu'en surpoids. Mais deux individus différents, admettons Kylian devient obèse, peut-être que de base il a plus de testo que moi, mais c'est pas parce qu'il est obèse qu'il a d'un coup moins de testo que moi. Donc ça veut rien dire et l'agressivité c'est souvent, je pense, quand tu exprimes de l'agressivité quand tu subis une injustice, quand tu trouves que les choses sont injustes. Donc tu t'énerves, c'est tout, ça va pas plus loin. Donc le mec... C'est marrant cette question parce que moi, autour de moi, les gens en surpoids, ils sont pas agressifs. Ils sont du tout. sympas. Ils sont archi cool, justement. Bah ouais. Ils sont très humbles en général. Mhm. Donc, Non. ouais, non, je pense pas. Ouais non, il faut pas faire de généralité de toute façon, et là encore moins du coup. Ouais. Un mec en surpoids, il est pas forcément agressif. Est-ce que tu as connu des TCA et comment tu gères ça? Non, j'en ai pas connu. T'as connu? Non. J'ai eu une ex et j'ai eu 2 ex qui ont connu des TCA. Pour elles, ça avait l'air très dur. Je pense que vraiment, c'est une mauvaise relation avec la nourriture et c'est un gros trouble mental et c'est beaucoup plus violent que ce qu'on peut penser. Mais moi, j'ai juste été en surpoids à un moment parce qu'en fait, j'aimais bouffer, c'est tout, mais j'avais pas des tocs, c'est-à-dire que si je mangeais pas pendant 24 heures, c'était pas un problème. J'ai jamais eu de soucis par rapport à ça, donc je suis désolé frérot, mais ma réponse ne te servira pas à grand-chose. Moi, je vais lui répondre du coup parce que moi, j'en ai eu des TCA, j'ai des crises d'hyperphagie. Je montais à 7000 calories en une soirée. Ouais. 7000 calories en une soirée, vraiment, je mangeais, mais jusqu'à ce que. Une fois, j'ai appelé ma soeur tellement je lui disais au téléphone, je vais peut-être mourir et tout, reste au téléphone avec c'est moi. chaud, ouais, ok. Je me suis endormi sur le Ouais. côté, mon ventre, il était tellement gonflé à gauche Ouais. que je le posais carrément sur. Je vois l'état dans lequel Sur t'étais le parce lit. que quand j'ai commencé la première fonce dalle, elle me faisait ça. Je pouvais défoncer tout ce qui passait devant moi, à finir avec un bide comme as et tellement être pas bien, genre je crois que je vais mourir. C'est horrible en fait. Terrible. Et Mais ouais. moi, comment j'ai fait pour guérir de ça? En fait, c'est parce que j'avais un petit problème, c'est que je faisais trop de cardio. J'étais coach sportif en salle de fitness, je donnais des cours de bike, j'en donnais 8 heures par semaine. En plus, je faisais des cours de body pump, je faisais des cours de step, de LIA, etc. Et à la fin, en fait, je faisais trop de cardio. Et les TCA se sont réglés à partir du moment où je me limitais à faire moins de cardio. Là, actuellement, je fais 1 heure de cardio par semaine. Et franchement, j'ai aucun problème avec la nourriture. Je peux manger tout ce que je veux. Je sais que je ne vais pas déconner et enchaîner avec des épisodes de crise d'hyperphagie. Parce que, Pris le contrôle dessus en fait. ouais, en fait, mon corps, il crie pas famine. Tu vois, Mais pour moi, c'était le cardio. Pour les autres, ça va être autre chose. Mais voilà, réfléchis si ton entraînement ne contient pas trop de cardio. Peut-être c'est ça. Les bienfaits de la solitude et de la compagnie. Je pense que tu vas aborder la solitude et moi la compagnie. Ok.
Les bienfaits de la solitude, pour moi, c'est simple. Pas de distraction, focus illimité. Et c'est surtout ça en fait. Et aucune mauvaise énergie venant de la part de qui que ce soit d'autre. Parce que qu'on le veuille ou non, quand on est dans un milieu qui est négatif, cette énergie vient sur nous. Et si on n'est pas vraiment prêt à se protéger parce qu'on n'a pas les armes pour, on va en subir un peu. Donc en fait, l'avantage de la solitude, surtout aujourd'hui, où on est constamment connecté aux autres parce qu'on a ça. Donc c'est facile d'être avec des gens, FaceTime, téléphone, Snap, Insta, etc. Je pense que la solitude, c'est un peu un reboot du cerveau. Et moi, je la pousse encore plus loin, la solitude. Je ne veux pas être seul chez moi, je veux être seul dehors, dans la vraie vie. Donc moi, ce que j'aime, c'est être seul à la plage, être seul dans une campagne, prendre mon VTT et partir, être seul dans la forêt, face à la nature. Où là, je me retrouve vraiment face à moi-même. Les pensées qui viennent, c'est que les mêmes et je suis capable de les écouter, d'avoir des conversations avec moi-même, de vraiment comprendre pourquoi je pense ça, de faire un vrai travail. Et quand ensuite je reviens dans la communauté, quand je reviens avec du monde et de la compagnie, je suis beaucoup plus moi-même. Je sais beaucoup plus qui je suis et ça me sauve la vie. Donc je pense que vraiment c'est ça, c'est l'apprentissage de qui tu es, aucune distraction et un focus vraiment de dingue. Ce seraient les 3 avantages que je donnerais pour ne pas répondre trop longtemps à la question. Okay. Alors moi, je vais répondre pour la compagnie. Je vais dire quelque chose qui va faire dire à certains que je vis pour les caméras parce que c'est le terme à la mode de toute façon. Mais quand je suis accompagné, peu importe qui, on m'a appris à être toujours souriant et de bonne humeur pour bien me présenter. Et finalement, quand je me retrouve à l'extérieur, même si je dois le faker au début, au bout d'un moment, ça devient la vraie énergie. Naturel. Ça devient ma vraie énergie. Et ce qui se passe quand je me retrouve seul, bon, il adore rester seul, etc., la solitude, moi, c'est quelque chose que je déteste. Et rester seul, en fait, c'est le meilleur moyen pour moi de broyer du noir, d'avoir des pensées négatives. Même si vous ne me voyez pas comme ça dans les vidéos, c'est normal. Dans mes vidéos, je suis souvent accompagné. Mais quand je me retrouve seul, en fait, j'ai un petit peu une émotion négative qui me vient et qui me travaille. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je reste plusieurs jours chez moi et que je sors enfin, j'ai l'impression d'être un extraterrestre qui sort de sa grotte. Tu sais, je vois les gens, j'ai du mal à m'exprimer, je bégaye un peu. En fait, tu t'es trop imprégné de l'énergie. De l'énergie seule, de la solitude, de la négativité, et c'est pas bon, tu vois. Moi, je conseille à ceux qui sont comme moi de sortir un maximum et de parler, de beaucoup s'entourer, de ne pas rester seul. Et après, par contre, il ne faut pas que ça devienne non plus une dépendance, la compagnie. En fait, pour moi, c'est comme d'habitude, il y a 2 extrêmes. Tu peux être complètement seul et c'est mauvais, et tu peux avoir besoin d'avoir du monde autour de toi tout le temps, et c'est aussi mauvais parce qu'il y a des situations dans la vie où tu n'auras pas le choix que d'être vraiment seul face à toi-même, et il y a des situations où tu n'auras vraiment pas le choix que de travailler en équipe, devoir collaborer avec des gens, etc. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est savoir cultiver à la fois les traits de l'extraverti et de l'introverti, savoir être à sa place partout et ne pas dépendre d'une situation ou de l'autre. Je pense que c'est vraiment ça qui devrait retenir les gars. Les relations au travail. Je vais commencer à répondre et après Ok, ouais, parce que je sais même pas comment répondre à ça. Alors les relations au travail, moi j'ai travaillé dans une salle pendant longtemps et ça a commencé à bien se passer quand j'étais détaché du personnel. C'est-à-dire que je ne faisais pas ami avec les gens qui travaillaient avec moi. Juste je venais, je rigolais avec eux, j'étais hyper gentil, etc. Mais je ne les voyais pas en dehors et je ne faisais pas de lien d'amitié réel avec eux. Parce qu'en fait, le monde du travail, il faut le vivre pour s'en rendre compte. C'est mon expérience. Je ne dis pas que toutes les entreprises, c'est comme ça, mais c'est ce qu'on appelle le panier de crabes, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais en gros, quand tu as des crabes, ils sont à l'intérieur d'un panier, ils sont tous dans la même merde. Et puis dès que tu en as un qui essaie de sortir de panier et de se sauver, tu as un autre crabe qui l'attrape et qui le tire vers le bas. Ouais. Et moi, c'est un peu l'expérience que j'ai vécue quand je travaillais. J'ai vu des mecs cracher sur le dos d'un tel devant le patron pour le descendre. Le monde du travail, j'ai une très très mauvaise... Enfin, c'est rare que je sois négatif sur les sujets que j'aborde. Mais pour moi, le meilleur moyen de travailler sereinement, c'est d'être auto-entrepreneur. C'est même pas d'être patron, c'est d'être auto-entrepreneur, de travailler pour soi et de gagner son argent pour soi, de dépenser son temps pour son argent. Voilà, c'est pour moi le meilleur moyen de bosser. D'ailleurs, la vidéo, la dernière que j'avais sortie, qui était très artistique et où j'ai interdit les commentaires, en gros, le thème principal de cette vidéo, c'était ça, c'est l'auto-entrepreneuriat. Après, c'est chacun comment il vit la chose. On ne peut pas non plus être trop tranché parce que je sais qu'il y a des salariés qui s'en sortent très bien dans leur entreprise, qui s'entendent très bien avec leurs collègues et que il faut des salariés ça se passe très bien pour eux. Aussi. Ouais, aussi. Si avec des patrons, ce serait autre chose. Ce serait plus compliqué. Alors moi, je vais répondre très vite à cette question parce que je pense qu'il l'a très bien répondu. Souvent, les gens avec qui tu es ami au travail, si vous ne travaillez pas ensemble, vous ne vous verriez jamais, vous ne parleriez pas, etc. Donc souvent, c'est vraiment, tu entretiens les bonnes relations parce que tu es au taf. Mais par contre,
De l'autre côté du spectre, travailler avec des gens avec qui tu aimes collaborer, avec qui ça se passe méga bien, avec qui il y a une entraide de fou. Quand tu n'as pas la réponse à une question, lui, il peut la trouver. Et inversement, quand toi, tu as des trucs, quand toi, tu as des bugs, lui, il a les solutions, etc. C'est génial. Et moi, j'ai toujours bossé seul. J'ai toujours voulu bosser seul. Et là, depuis quelques temps, je bosse en collab avec des gens. Et en fait, c'est génial. Parce que des fois, moi, il y a des trucs sur lesquels j'ai pas envie de bosser. Par exemple, l'administratif, je déteste. Le mec, il kiffe ça. Et bah, ça marche super bien. Et on s'entend bien parce qu'on se kiffe en tant qu'humain. C'est pour ça que lui, en tant que patron, et moi, en tant que patron, on décide de s'associer. Il n'y a aucune obligation. On décide de s'associer parce qu'on a les mêmes valeurs, on a les mêmes objectifs. On veut tous les deux avancer. Et en plus de ça, on s'entend bien personnellement. On devient potes à côté. Ça te fait un groupe social d'entrepreneurs qui kiffent eux aussi avancer. Le dicton, tu es la moyenne des 5 personnes les plus proches de toi. Quand tu es au milieu de 5 entrepreneurs, tu deviens entrepreneur, tu as envie d'entreprendre plus. Ils t'apprennent plein de trucs, tu leur apprends plein de trucs et c'est génial. Donc je suis comme toi, les relations au travail, si tu es employé, ouais, non, c'est fake en général, c'est pas un vrai truc. Ces gens-là, si tu les avais vus ailleurs qu'au taf, tu serais jamais devenu pote avec eux, rien de tout ça. Tu te contentes d'être pote avec eux parce qu'il faut entretenir les relations. Mais si tu peux le faire en étant entrepreneur et avoir des vraies collaborations avec des gens que tu apprécies, alors là, tu as un gain et professionnel et humain. Et tu peux créer de vrais liens d'amitié aussi. Qu'est-ce que tu penses des fake Nati qui pètent sur les réseaux? C'est la plague du milieu du fitness depuis toujours. Les fake Nati, aujourd'hui, c'est plus simple que jamais d'être un fake Nati parce qu'à l'époque, c'était forcément stéro. Et aujourd'hui, tu as les SARMs qui sont tout aussi visibles sur les résultats, mais beaucoup moins difficiles à se procurer. Tu as moins de stars, tu as moins de rétention d'eau. Donc, il y a des mecs qui se font passer pour des Nati, etc. Et le problème, c'est que ça fausse un peu le cap en fait, tu vois. Il y a des mecs qui ont des super bons physiques Nati. Ouais. Et vu qu'il y a un enfoiré qui se dit Nati qui ne l'est pas et qui affiche un physique exceptionnel, le mec il se dit putain mais je suis dégueulasse, il se frustre et là il va se doper parce qu'il veut atteindre le résultat de l'autre mec Nati. Non, mais j'ai une génétique de merde, etc. Franchement, c'est cyclique. Les gens, tu vois là, il y a eu TikTok, les gens ils se rendent pas forcément compte ce qui est atteignable ou non. Ouais. Et puis là, ils commencent à s'instruire, ils commencent à avoir d'autres qui leur expliquent comment reconnaître quelqu'un de chargé, etc. Et puis c'est une boucle en fait. Il va y avoir une nouvelle génération avec de nouveaux physiques. Les gens ils vont d'abord les croire et ensuite ils vont encore avoir la vérité. C'est toujours. De toute façon, comme on dit, la vérité prend l'escalier. C'est clair. Le mensonge, l'ascenseur, la fusée. Moi je vais pas te mentir, hein. Tous les fake Nati pour moi, ils ont un problème mental, ils se mentent à eux-mêmes constamment. T'imagines la frustration de prendre des produits et de te regarder dans le miroir tous les jours et de te dire à toi-même dans les yeux, C'est chaud à vivre. je suis Nati. Dès que quelqu'un va me poser la question, c'est non, chaud. je suis naturel. Le soir, tu rentres chez toi, je suis naturel. Tu manges tes SARMs, je suis naturel. Gros, t'es Nati? Oui. Ah non, gros. Mais c'est ce que je dis, en fait. Mais c'est chaud quand même, je sais pas, c'est trop dur à vivre. En fait, moi, c'est trop de pression Le mentale. fitness et le bodybuilding, c'est un milieu qui est dominé par les dopés. On va jamais dire l'inverse. Donc la plupart des gens aujourd'hui, ils veulent avoir, tu sais, ce statut de waouh, t'es dans l'élite, mais en plus de ça, moi, je suis dans l'élite naturellement. Mais non, gros. Tu peux être dans l'élite naturellement. Il y a des mecs qui naturellement peuvent compete contre des mecs qui sont dopés et qui ont même pas la moitié de leur physique. Mais la plupart des gens, c'est pas ça. Dès que vous allez voir des physiques de ouf, en général, c'est dopé. Et comme je le dis, le fake Nati, c'est le mec le plus frustré de tous les temps. Parce qu'il se regarde dans le miroir et il se dit, soit il essaie de se convaincre, putain, je suis Nati, alors qu'il sait qu'il se pique, soit il sait que c'est un menteur, pourtant il continue de Ou mentir. alors il a oublié. Ouais, Il a oublié, non? ouais, du coup, c'est un Il est amnésique. trou de cul.